s'était arrêté, je crois, sur les couleurs. J'avais parlé des couleurs la dernière fois, me semble-t-il. Le fait qu'il fallait se méfier pour certains composants, du fait qu'ils avaient éventuellement un fond transparent. J'avais parlé de ces histoires de couleurs à 4 canaux, dont un canal qui contrôle la transparence. Et puis je crois que je vous avais donné un exemple de composition. Et qui contrôle, alors c'est un exemple simple, je vous suggère de consulter la documentation Java relative à ça, puis vous trouverez aussi des exemples dans les tutoriaux Java ou ailleurs sur le web, à propos justement de ces histoires de composition. Mais l'idée est relativement simple. Bon, alors il y a beaucoup de paramètres, mais il y a deux façons de voir les choses. Soit on le voit effectivement comme une composition, donc vous avez une liste de collections, enfin une collection de petites méthodes de mélange, le pixel que je souhaite afficher et puis le pixel qui est présent à l'écran. C'est un peu plus compliqué que ça, mais enfin c'est ça l'idée. Et puis, ou alors vous avez une vision analytique des choses, en fait ça se représente sous une forme analytique, avec divers paramètres. Donc je pense que si vous cherchez porteur d'œuf, vous allez trouver la version analytique de cette question, ou de la résolution de ce problème. Il faut tester, là, ça ne sert à rien de passer en revue ça indéfiniment, c'est pas très utile. Le mieux c'est encore de tester. Donc l'exemple de base que je vous ai fourni devrait suffire à vous permettre d'expérimenter. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre aussi pour dessiner? Eh bien, on peut avoir à sa disposition Shape, qui est une interface de Java WT et qui permet de représenter simplement des formes. Alors il y a un certain nombre de formes prédéfinies, évidemment, c'est comme toujours. Mais vous pouvez définir vos propres formes vous-même, puisque c'est une interface, il suffit simplement d'implémenter l'interface correctement. Alors par défaut, vous avez à peu près tout ce qui est généralement nécessaire, donc des arcs divers et variés, des rectangles, des cubiques et des quadratiques. Donc pour ceux qui font de l'infographie, là c'est les splines qui sont cachés derrière, les bêtas ou pas, des polygones. J'ai mis etc., je ne me souviens même plus ce que c'est que le reste du etc. Et puis vous avez de toute façon une interface générale qui est une implémentation la plus générique possible, qui est le chemin générique, et qui est simplement, qui vous permet de composer une forme à l'aide de formes de base. Donc normalement, ça suffit largement. Bien sûr, vous pouvez implémenter votre propre forme, si vous en avez une spécifique que vous utilisez régulièrement. Donc on peut regarder un exemple, puisque j'ai un shape exemple. Oui, ça fait partie des choses qui sont dans le etc. de tout à l'heure, normalement, si ma mémoire est bonne. Ouais, c'est ça. C'est simplement, vous voyez, j'ai obtenu ici l'affichage d'une forme, et cette forme a été obtenue par quoi? C'est le détour d'une police de caractère. Donc vous voyez qu'on a des choses un peu plus compliquées que arc, rectangle, polygone et autre chose. Il a été choisi une police de caractère ici, je ne sais pas laquelle. J'ai obtenu depuis celle-ci la forme des lettres qui composent un certain mot. Là, j'ai pris mes initiales. Et puis, j'ai affiché ça. C'est aussi bête que ça. Donc, on va regarder comment ça fonctionne. Alors, il n'y a rien de bien mystérieux du point de vue de l'interface elle-même. Il y a une fenêtre. Dans cette fenêtre, il doit y avoir probablement un... Qu'est-ce qu'il y a dans la fenêtre?
dans la fenêtre qui est là, il y a quoi? Il y a le panneau principal a été remplacé par une instance de shape_example. Et shape_example, c'est ma classe, qui est simplement une extension d'un panneau. Et donc, quel est le dessin qui est affiché pour ce panneau? Donc j'ai surchargé la fameuse méthode paintComponent. Je vous rappelle que c'est la façon de faire pour changer le dessin d'un composant quel qu'il soit. Vous surchargez un composant swing, vous surchargez sa méthode paintComponent. Et ici, sa méthode component consiste simplement, alors d'abord il y a le petit idiome systématique à employer, que le graphique qui vous est transmis par le système graphique, par le thread graphique, qui appelle la méthode paintComponent lui-même. Donc vous n'appelez pas paintComponent vous-même, vous appelez éventuellement repaint si vous avez besoin d'être redessiné, et puis dans le futur, le thread graphique rappelle la méthode paintComponent en vous transmettant le graphique sur lequel il est adéquat de dessiner à ce moment-là. Et ce graphique, bon, pour des raisons de compatibilité, je vous l'ai déjà dit, mais j'insiste là-dessus, en fait c'est un graphics 2D qu'on reçoit systématiquement. Donc on convertit G en graphics 2D, donc j'utilise G2 pour dessiner par exemple, et j'aurai comme ça accès à toutes les méthodes. Pour les fonctions de base, genre fill et draw, là il n'y a pas de souci, celles-ci sont déjà disponibles dans graphics, mais ça coûte pas cher de faire cette utilisation des graphics, et tout va bien. Alors qu'est-ce que j'utilise ici? Eh bien, d'abord, j'ai fait une translation du système de coordonnées de G2. Et puis, ensuite, je dessine un objet qui s'appelle dessin. Donc, ce qui est important donc, de savoir, c'est quel est ce dessin. Alors, pourquoi est-ce que j'ai fait la translation? C'est simplement lié à la façon dont sont obtenus les shapes là, à partir de ma chaîne de caractères. Bon, mais ça, c'est donc du détail. L'essentiel ici, c'est que ce que je vais utiliser, c'est dessin. Et dessin, si on regarde quelle est la classe de l'objet dessin, vous voyez que dessin, c'est un objet de type chemin général ou general path, là, comme j'ai dit tout à l'heure, qui est un shape. Et donc, la méthode draw des graphics 2D reçoit en paramètre éventuellement un shape et dessine simplement cette forme. D'accord ? Alors, comment ce dessin a-t-il été obtenu? Alors, il a fallu obtenir la transformation de ma chaîne de caractères en son détour. Donc, là, j'omets les détails techniques, mais il a d'abord fallu obtenir le rendu de la chaîne de caractères. Donc, vous voyez le JBY ici, et ce qu'on obtient, c'est un text layout. D'accord ? Le text layout, il nécessite quelques paramètres, évidemment. Alors, le paramètre principal qui nous intéresse ici, c'est le fait que cette chaîne de caractères doit être affichée dans une police souhaitée. Donc là, j'ai souhaité la police par défaut serif. Je reviendrai sur les polices tout à l'heure, donc j'expliquerai exactement ce que c'est que serif pour ceux qui ne le savent pas. J'ai pris la version grasse de la police serif, et puis j'ai demandé la taille 100. Donc oublions le FRC, de toute façon le FRC il est initialisé avec toutes les valeurs les pires possibles, donc nul, false, false, donc ça n'a aucune importance, mais il en faut un ici. Peut-être probablement que j'aurais pu passer nul, mais je ne sais plus, c'est pas très grave. Et en tout cas, ça m'a permis d'obtenir ce qu'on appelle un text layout. Bon, si vous avez vraiment envie de savoir à quoi ça correspond, vous verrez bien, mais ça correspond à la description du rendu d'une chaîne de caractères si c'est nécessaire. Et à partir de ce text layout, ce que j'ai extrait, c'est justement la forme. La forme qui m'intéressait. La forme qui m'intéressait, c'est depuis le text layout, j'ai demandé d'extraire le détour. Le getOutline, ça me permet d'obtenir le détour sur un text layout. Il y a d'autres méthodes, si vous voulez obtenir cette fois non plus le détour, mais carrément pour chaque caractère, la surface remplie, par exemple, ce genre de choses. On peut l'obtenir, il y a tout ce qu'il faut dans text layout pour faire ces choses-là. D'accord? Donc là, j'ai obtenu un chemin, et puis, donc qui représente le J, le B, le Y en taille 100 dans la police serif bold. Et puis, vous avez vu que dans le dessin, si je regarde ce que fait là, j'ai arrêté l'exécution de l'exemple, mais bon, j'ai rajouté en plus cet objet-là, enfin cette espèce de souligné que j'ai fait moi-même manuellement, dans mon dessin.
Donc, qu'est-ce que j'ai? Ben, dessin, qui était un objet, comme je l'ai dit tout à l'heure, où est-ce qu'il est, qui est un chemin. Donc, je lui ai ajouté effectivement le shape qui correspond au détour de ma police de caractère. D'accord? Et puis après, vous voyez que j'ai adjoint à ce dessin, ben, en gros, un rectangle que je me suis fabriqué moi-même. Hein. Après, à la suite du dessin qui est obtenu par le détour de la police de caractère, je considère que ma forme consiste maintenant à me déplacer en position 0,20 dans mon dessin, puis ensuite à dessiner un petit rectangle. Alors il doit être de hauteur, je sais pas quoi, de hauteur 30 ou je sais pas. Bon, ok. Donc mon dessin là c'est simplement une composition, c'est comme ça qu'il faut le voir. Un truc que j'ai obtenu par un certain nombre d'algorithmes compliqués qui est le détour de la police de caractère, auquel je lui ai adjoint le rectangle qui est en dessous. Et puis je n'oublie pas de fermer mon chemin, bien sûr. D'accord? Et ce dessin, bah, il est simplement obtenu, enfin, si vous voulez l'afficher, il est simplement obtenu ici, avec G2.draw, avec le draw de shape. D'accord? Donc on peut faire des choses compliquées. Et ce que vous voyez à l'écran, hein, encore une fois, ce que vous voyez ici, mon dessin, c'est tout ça. C'est pas le J ou le B et le Y. Mon dessin, c'est la composition de tous ces objets-là, en même temps. D'accord? Bon, si vous voulez en savoir plus sur les shapes, hein, je vous renvoie à la documentation, à la lecture de la documentation. C'est pas extrêmement compliqué, il suffit simplement de savoir décomposer ce que vous cherchez à obtenir en éléments plus simples, comme d'habitude. D'accord? Alors vous voyez qu'ici, le dessin que j'ai obtenu, c'est un dessin fin, où quand vous dessinez une ligne, je crois qu'il y avait un exemple la semaine dernière où j'avais dessiné une ligne, ah oui, une ligne diagonale d'épaisseur, d'une certaine épaisseur, une ligne diagonale rouge, je crois. Donc évidemment, on peut vouloir faire des choses un peu plus subtiles. Hein. Vous pouvez effectivement, dans les traits, vouloir donc non seulement contrôler l'épaisseur, donc ça je vous avais déjà montré, mais contrôler d'autres choses, notamment vouloir dessiner en pointillés, il y a divers pointillés possibles, et puis contrôler aussi finement que vous voulez vos propres traits. Hein. Donc les strokes, ça représente des traits. Donc la classe de base Basic Stroke qui est fournie par défaut avec le système Java, il vous permet aussi de faire la plupart des choses souhaitables au quotidien. Hein. Si vous voulez créer vos propres strokes, il n'y a aucun souci, vous pouvez redéfinir la classe ou l'interface adéquate. Alors regardons ce qui est fait avec Basic Stroke. Ah bah voilà. Donc vous voyez, j'ai simplement modifié, enfin, j'ai utilisé un stroke en plus dans le dessin que j'avais obtenu précédemment. Hein, donc vous avez à gauche le dessin, exactement le dessin que j'avais précédemment, hein, donc le détour d'une chaîne de caractères écrite dans une certaine police, la variante d'une certaine police et d'une certaine taille. Et puis c'est le même dessin, mais simplement qui cette fois emploie un trait particulier. Et donc le trait particulier que j'ai obtenu est vraiment très élémentaire, hein, c'est un trait d'une certaine épaisseur, et en plus en mode pointillé. D'accord? Donc ça, comment c'est obtenu? Ben, c'est pas très compliqué, hein. Comme le nom de l'exécutable suggère, il s'agit de l'utilisation du Basic Stroke. Donc, par rapport au code précédent, vous n'avez rien de plus intéressant là-haut, quasiment rien. Hein. La seule chose, ça va être la définition des pointillés. Donc si vous voulez dessiner des pointillés, il n'y a pas de problème, simplement il faut décider comment ces pointillés vont être dessinés. Quelle est la longueur du trait et quelle est la longueur de l'espace entre les traits. Et puis vous pouvez faire des pointillés extrêmement compliqués, pour ceux qui connaissent le dessin industriel ou ce genre de choses. Il y a des modes de pointillés très compliqués. Ce n'est pas simplement une alternance d'un trait toujours de la même longueur avec un espace toujours de la même longueur. Hein. Il y a des pointillés plus subtils que ça. Donc on peut définir tous les pointillés que vous voulez. Ici, simplement, j'ai défini un pointillé à peu près ordinaire, où ce qu'on souhaite, c'est une longueur de ligne de 15, et puis un espace de 5. Et puis ensuite, bah, j'ai défini justement ce que c'est que
le trait que je souhaite obtenir. Alors d'abord, ici, ce que vous avez, ça doit être l'épaisseur du trait, donc c'est un épaisseur de trait 5. Je vais le modifier pour être sûr que c'est bien l'épaisseur du trait. Donc on va tester avec 25, mais normalement, il n'y a pas de problème. Le premier paramètre est habituellement l'épaisseur. Donc évidemment, vous ne voyez plus rien, hein, le trait est trop épais pour que ça représente, mais j'ai bien ce que je cherchais. Donc c'est bien l'épaisseur du trait que j'ai ici. D'accord? Donc je vais remettre 5, c'est déjà suffisamment épais. Et puis ensuite, vous avez divers paramètres qui contrôlent les traits. Alors, en fait, j'aurais peut-être dû laisser le 25, je dirais différentes choses là-dessus. J'ai oublié les paramètres ici, mais vous voyez qu'apparaît le tableau des pointillés. Et puis, il y a d'autres dimensions ici. Il faudra regarder la doc exactement, mais... ce qui est intéressant ici, c'est quand vous dessinez des traits, il y a divers paramètres qui peuvent être agréables, qui sont... Donc, ah si, le join horn, il doit être celui-ci. Ouais. Oh, c'est des questions toutes bêtes, mais si vous avez deux traits, par exemple, comme ceci, ou si votre chemin est constitué de deux traits qui se joignent, deux lignes qui se joignent, selon un certain... peu importe l'angle, en fait, la question, c'est qu'est-ce que vous faites à cet angle-là? Et ce n'est pas une question triviale, notamment quand le trait a une certaine épaisseur. Si le trait a une certaine épaisseur, sur quoi vous allez tomber si vous ne faites rien de particulier? Ben, vous allez tomber là-dessus. Si je joins ces deux traits-là, rappelez-vous que le point de jonction des deux traits est ici. Hein, l'épaisseur est répartie également de chaque côté du trait idéal ou de la ligne idéale que vous avez à l'esprit. Et donc, si vous faites simplement qu'élargir le trait d'une certaine épaisseur, ben, évidemment, ce que vous obtenez ici, c'est un effet qui n'est pas toujours souhaitable, puisque, évidemment, le trait pour la ligne verticale, hein, il s'arrête bien ici, et puis le trait pour la ligne horizontale s'arrête ici. Donc vous avez une espèce de coin ici qui est mal défini. Donc la question, c'est comment vous faites cette jointure-là. Et puis vous avez des tas de choix possibles. Hein. Donc, je ne sais plus ce que j'ai utilisé ici, mais j'ai utilisé un join round. Vous pouvez arrondir, vous pouvez décider de prolonger. Il y a toute la variété possible. Voilà. Donc ces paramètres sont à considérer évidemment, mais il n'y a rien de bien compliqué. Les choix que j'ai faits ici sont en fait visibles justement quand on met une épaisseur un peu importante. Hein, vous voyez, alors évidemment ça ne représente plus rien ici, mais vous voyez bien qu'il y a des arrondis qui sont effectués par exemple là. Donc ces arrondis sont dus au choix que j'ai fait des paramètres. Voilà, c'est tout. Donc les jointures, notamment hein, pour vous voyez le bas de mes lignes ici. Donc les lignes qui constituent le rectangle qui est en bas, en fait, vous voyez qu'il est dessiné ici avec des arrondis. Donc avec l'épaisseur que j'ai choisie pour les traits, ça dessine des arrondis. Et comme un des noms le suggère, c'est celui-ci qui me contrôle la jointure arrondie entre les lignes. Alors c'est moins visible sur les lignes d'espace, pardon, sur les lignes d'épaisseur plus faibles, mais c'est bien le cas ici. Hein. On voit quand même, vous devriez pouvoir observer, ici, si on regarde bien. Alors évidemment l'arrondi ici il est tellement zoomé que vous voyez les pixels, mais hein, ici c'est pas simplement le rectangle qui a été omis, mais on a simulé un arrondi pour la jointure des deux traits qui se joignent ici à 90 degrés. D'accord? Bon, c'est pas toujours trivial de mettre les bons paramètres, mais il faut se poser les questions adéquates. D'accord? Et donc pour le dessin, hein, rien de bien mystérieux. Le premier dessin, il se produit exactement tel qu'avant. Donc par défaut, un stroke, bah, c'est simplement épaisseur 1,
Quand on est d'épaisseur 1, il n'y a même pas à se poser la question de la jointure, puisque par définition, sur une épaisseur 1, vous n'arriverez à rien. Donc peu importe les jointures. Et puis le trait donc, est continu, il n'y a pas de pointillé. Et puis il est de couleur noire. Et donc ici, hein, le second dessin que vous avez vu à droite, hein, c'est exactement le même appel. Hein, je fais un draw dessin. Alors bien sûr, j'ai translaté les coordonnées du graphique, puisque ce que je souhaite, c'est de dessiner le second dessin à côté de l'autre. Donc j'ai fait une translation adéquate. Et puis simplement auparavant, hein, j'ai déclaré quel était le type de tracé que je souhaitais pour ce dessin-là. Donc c'est le même dessin, qui est en fait un dessin idéal représenté dans un espace, j'allais dire continu, mais presque. Et puis son application ou sa transformation dans l'espace pixelisé, enfin souvent pixelisé si c'est un écran, eh bien il va se faire en utilisant justement le stroke adéquat. D'accord ? Alors pour les exemples de vouloir fabriquer ses propres strokes, donc j'ai dû essayer. Ma mémoire me fait défaut, donc on va voir ce que ça donne. Ben, je me suis créé ma propre version d'un tracé ou d'un trait, si vous voulez. Alors voyons voir ce que ça donne. Custom stroke, c'est ça ? Ouais. Qu'est-ce que j'avais voulu faire? Ouais, un truc qui perturbe en fait le dessin. Hein, donc vous voyez que l'idée c'est de rajouter un peu d'aléatoire dans le tracé. Et donc mon tracé qui est en fait obtenu, hein, ici on ne s'en rend pas compte, mais c'est difficile en fait de savoir exactement à quoi correspond le tracé que j'ai obtenu pour JB et Y. Pour le rectangle, je l'ai fabriqué moi-même à la main, donc j'ai 4 lignes. Donc ça, il n'y a pas trop de soucis. Pour JBY, je ne sais pas très bien, mais de toute façon, quels que soient les tracés que vous obteniez, il y a toujours des points de contrôle sur ces tracés. D'accord? Des points qui définissent de quoi paramétrer une courbe. Alors la courbe peut être triviale, ça peut simplement être une ligne entre deux points, hein, mais pour les cubiques et les quadratiques, c'est plus subtil. Donc en fait, ces tracés-là sont obtenus probablement à partir de cubiques, j'en sais trop rien, mais voilà. C'est fort probable. Donc les cubiques sont des courbes rapidement qui vous servent justement à arrondir des formes assez simplement. Donc l'idée, alors pourquoi on prend des cubiques? Parce que justement elles ont un effet visuel assez agréable. Et puis il y a encore mieux, il y a des quadratiques. Donc c'est pas mal utilisé dans le design industriel. Hein, donc vous voulez faire un profil. Donc si vous voulez faire un profil, je sais pas, pour un profil comme ça, je sais pas, je voudrais faire un profil assez agréable et dont je dessine la forme générale. Alors, il y a plusieurs variantes des cubiques et des quadratiques, j'insiste pas trop, mais en gros, ce que vous voulez, c'est obtenir une courbe lisse entre ces points-là, par exemple. Bon, il y a des tas de façons de faire ça, il y a des tas de façons de contrôler le lissé de la courbe, ou alors, vous avez des variantes qui, simplement les points, ce ne sont pas des points par lesquels la courbe passe, mais c'est simplement des points de contrôle pour dire globalement, ah, je veux que ma courbe, elle monte plutôt ici, puis après elle descende et elle monte. Donc vous obtenez des courbes comme ça. Enfin, difficile à faire, mais hein, quelque chose comme ça. Donc ça, c'est très facile en design, parce que du coup, si vous avez un logiciel de modélisation, vous tirez les points, vous voyez tout de suite le capot de votre voiture prendre une très jolie forme. Voilà. Donc il faut pouvoir contrôler ces choses-là. Alors, de toute façon, ce qui m'intéressait ici, là, pour ce que je souhaitais raconter, c'est que les points, il y a toujours des points, vous utilisez toujours des points pour définir des courbes. C'est un grand classique en infographie. Et donc, le tracé que j'ai obtenu ici, simplement, il consiste à ne pas changer la nature des courbes, mais simplement à perturber un peu les positions des points. Et donc, ça donne cette espèce de tracé un peu bizarroïde. C'est ça, mon custom stroke. Alors, regardons comment est-ce qu'il fonctionne. Alors, vous remarquerez simplement, pour l'instant, ce qui est important de noter,
c'est que le stroke, le dessin lui-même, c'est toujours le même, c'est-à-dire que je l'ai obtenu à partir de la même police de caractère, la même taille, enfin peu importe, de la même façon que précédemment. D'accord? Et simplement, ce qui est employé pour le dessiner, c'est un custom stroke. D'accord? Donc j'ai utilisé, toujours pareil, un stroke, hein, c'est le même code que tout à l'heure, simplement c'est un stroke qui n'est plus le basic stroke avec, je sais pas quoi, le join on, le cap butt, etc. Mais mon tracé à moi. Alors comment ce tracé est-il défini? En fait, il est ici. Voilà. Je vais essayer de montrer ça. Est-ce que je le vois en entier ici? Oui, il y a l'idée qui est là. Pas de donner tous les détails, hein, mais l'idée en fait de ce custom stroke, c'est simplement. Donc je vous rappelle, hein, le stroke, c'est en fait une espèce d'algorithme qui va être appliqué pour le dessin. Donc en fait, à chaque fois qu'on va avoir besoin de dessiner des choses, on va essayer de passer à travers le stroke qui va nous dire ce qu'il faut faire avec les différents points, etc. Hein. Et ce stroke-là, bah, qu'est-ce qu'il fait? Comme je l'ai dit, à chaque fois qu'il rencontre un point, bah, il va perturber simplement ses petites coordonnées. D'accord? Donc j'ai un... Qu'est-ce que c'est que mon custom stroke? J'ai une fonction qui me permet de perturber un tableau de flottants. Donc ça c'est probablement si le système a besoin de perturber un point, ces points-là sont représentés sous la forme de tableaux de valeurs flottantes. Donc elles sont perturbées, vous voyez, avec un petit algorithme idiot. Je bouge le point, je bouge les coordonnées du point dans un intervalle de -5 à +5. C'est ça qui doit être fait ici. Ok. Et puis, alors simplement, vous voyez que le stroke, qu'est-ce qu'il fait? Bah, si vous lui donnez un chemin, il transforme ce chemin en un autre. Donc obtenir un pointillé, en fait, ça consiste à recevoir par exemple une ligne, et puis à découper cette ligne selon l'algorithme adéquat en sous-ligne, enfin un petit bout de ligne, en saut, etc. Donc moi, ça consiste simplement à ne pas changer la nature, à part recomposer une ligne en un ensemble de lignes. Ce que je souhaite simplement, c'est modifier tous les points que je rencontre. Donc je récupère les coordonnées, enfin disons les différents points de mon chemin, et puis en fonction du type du point, il y a plusieurs types de points. Hein, rappelez-vous, quand on compose des chemins, on peut vouloir sauter. Donc ça c'est important de savoir, je suis obligé de distinguer ces choses-là. Hein, je fais un dessin comme celui-ci, j'ai fait un rectangle, et puis je veux dessiner à côté un triangle. Bon alors je sais pas, je suis arrivé ici, j'ai fait un line to, line to, line to, line to, puis ensuite je fais un move to, donc un déplacement ici. Et donc ces différents points ont des coordonnées, ont des systèmes de coordonnées ou des caractéristiques différentes. Donc j'insiste pas trop, mais notamment c'est important pour les quad to ou les cubic to, où ce qu'on contrôle, en fait c'est qu'on contrôle la dérivée. Donc pour obtenir le lissage, souvent ce qui est précisé dans ce type de courbe, c'est que vous dites ici carrément quelles sont les tangentes au point donné. Hein, bien sûr, c'est pas pareil d'obtenir la courbe avec cette tangente-là, ou de dessiner avec les mêmes points. J'essaie de le faire. Vous supposerez que ce sont les mêmes points, mais en décidant que ici j'ai une tangente comme celle-ci. Donc là, ça va forcer la courbe à monter, plus qu'ici. Donc associé à chaque point, sur les quadratiques ou les cubiques, on a les tangentes, et sur les cubiques, on peut même avoir une rupture de dérivée. Donc c'est pas forcément continu dans les dérivées cubiques. Donc simplement en fonction des points, on reçoit des coordonnées différentes, et donc il faut bien... Enfin, on reçoit des données, pardon, différentes, et il faut les perturber. D'accord? Bon, bah voilà, j'ai simplement perturbé ça, et cet algorithme plus ou moins idiot me permet d'obtenir l'effet que vous avez vu. D'accord? Donc je transforme un chemin en un autre. Voilà, je pourrais décider d'arrondir systématiquement toutes les figures, hein, par exemple. Donc de transformer toutes les figures qui sont de ce type-là, et bien simplement les arrondir en les transformant en des cubiques, en des quadratiques si je voulais. D'accord pour le custom stroke?
pas tous les jours qu'on définit ça, hein. Mais on peut. Les polices de caractère. Donc bien sûr, j'ai employé des polices de caractère ici. Donc ça peut être intéressant de se poser quelques questions sur les polices de caractère. Alors les systèmes de représentation de police sont assez compliqués, hein. La typographie numérique est assez subtile. Mais maintenant, on retrouve à peu près toujours les mêmes grandes lignes. Ce qui est important de noter, c'est que donc en Java, là ça date de AWT pour le coup, hein, c'est pas spécifique à Swing, on avait déjà cette problématique dans les versions antérieures de Java, donc en AWT. Donc il y a une classe font qui vous permet de manipuler les polices de caractère. Et ça, c'est une classe qui vous permet justement de contrôler comment un texte va s'afficher à l'écran. Donc en gros, l'idée c'est de convertir un caractère, donc quelque chose de l'ordre du symbole, en un dessin. Alors le dessin, habituellement, ça s'appelle glyphe, même si je ne crois pas que Java emploie le terme glyphe, mais par exemple, si vous utilisez un système de plus bas niveau, si vous programmez par exemple en X11 et que vous vous intéressez au système de police de caractère de X-Window, le terme glyphe est employé par exemple. Alors, quelles sont les polices qu'on peut employer en Java? Vous avez deux types de polices. Vous avez les polices physiques et puis les polices logiques. Alors les polices logiques, en fait, vous avez la garantie que votre système vous offre une représentation différenciée. Donc il n'y en a pas beaucoup. Hein, vous avez en police logique 5 polices offertes par le système Java. Et encore une fois, normalement, un implémenteur d'un système Java sur un système hôte, hein, il doit vous garantir que vous avez 5 polices différentes, visuellement. Ça, c'est important. Donc vous avez droit à Serif. Vous voyez que tout à l'heure, je crois que j'ai employé Serif pour afficher JBY, sans serif, monospace, dialogue et dialogue input. Donc alors pour dialogue et dialogue input c'est la police de caractère qui va être employée quand vous avez des fenêtres de dialogue et qui demandent une interaction utilisateur, que vous allez devoir taper du texte. Vous lui tapez le nom du fichier. Hein, vous avez une fenêtre qui s'affiche, là vous avez oublié de sauvegarder machin truc, tapez le nom du fichier. Alors le texte, vous avez oublié de sauvegarder machin truc, tapez le nom du fichier, il va s'afficher dans une police dialogue. Et puis dialogue input, c'est tout ce que vous allez taper comme texte pour répondre à l'interaction qui a été suggérée. Les dialogues, on verra plus tard, mais ça va venir assez vite dans la suite du cours. Ils sont un peu particuliers, donc pour l'instant je les ai repoussés à plus tard, ces objets dialogues. Mais vous les connaissez bien. Et ils utilisent deux polices particulières. Les 3 autres polices sont en fait des polices qui ont des caractéristiques différentes. Alors bien sûr, selon le système, vous n'avez pas de garantie. C'est-à-dire sur une machine, si j'utilise Serif, rien ne me garantit que la police que j'aurai à l'écran sera exactement la même que si j'utilise Serif sur une autre machine. Simplement, je saurai des choses sur ces caractéristiques. Donc Serif et sans Serif, ce sont les polices avec ou sans empattement. Oh, ça c'est tout bête. Donc si je dessine un J, comme ça, il y a en gros 2 façons de faire en typographie, si vous avez peut-être remarqué. C'est de mettre une petite décoration au bout, là, comme ça, des petites décorations. Bon, les miennes sont grossières, hein, je ne suis pas typographe. Hein. Voilà. Donc c'est ça qu'on appelle l'empattement. C'est en fait la terminaison des lignes qui sont utilisées pour représenter un caractère. Donc ça, ce serait une police sans empattement, donc sans sérif. Et puis ça, c'est une police avec empattement, sérif. Donc ça, vous connaissez, une police type Helvetica, par exemple, elle n'a pas d'empattement. Une police comme Times, elle en a une. Donc il y a une règle, pareil aussi, d'ergonomie, qui dit que habituellement, sur un écran, on doit utiliser des polices sans empattement. L'empattement alourdit la lecture à l'écran. Par contre, quand on fait de l'impression, donc si vous voulez imprimer des caractères, vous remarquez ça, prenez n'importe quel livre, normalement, s'il a été fait par un typographe,
canonique, il a dû utiliser un empattement. Hein. Ça aide à la lecture. Donc c'est curieux, mais il y a des effets, physiologiques qui font que pour la lecture, ce qui différencie essentiellement la lecture papier et la lecture écran, c'est que bien sûr les écrans ne sont pas passifs. Les écrans, ils émettent de la lumière, donc il faut éviter ce genre de problème. Enfin, disons, l'empattement, ça n'aide pas à la lecture. Et sur le papier, par contre, l'empattement aide à la lecture. Et puis, vous avez l'autre police de caractère, dont vous avez la garantie que l'espacement, que la taille, la largeur des lettres est identique, quelle que soit la lettre. Ce qui n'est pas le cas pour la plupart des polices. Hein. Normalement, c'est plus joli et plus lisible d'avoir des polices à chasse variable. Donc la chasse d'une police ou d'une lettre, c'est sa largeur d'impression. Quel est l'emplacement que vous allez utiliser pour une lettre? Et comme vous le savez, M, c'est plus large que I. D'accord? Donc la plupart du temps, hein, on est habitué, parce que d'ailleurs en script, c'est exactement ça qu'on fait. Hein. Si je décompose, il est assez clair que l'espace utilisé pour pour la représentation, en largeur en tout cas des trois lettres, n'est pas le même. Donc ça, la chasse d'une lettre, hein, c'est sa largeur. D'accord? Et monospace, donc c'est chasse fixe. Toutes les lettres vont s'afficher dans une certaine largeur. Donc l'intérêt, c'est qu'évidemment, pour des données numériques que vous les représentez sous forme tabulaire, c'est quand même plus facile, quoi. Hein? Comme vous contrôlez facilement la largeur d'une lettre, c'est facile de faire en sorte que du texte soit aligné verticalement. Quant à sérif et sans sérif, hein, vous n'avez aucune garantie qu'elle soit à chasse variable. On vous dit juste qu'il y a l'empattement ou pas, mais ça pourrait très bien être, même si dans la plupart des cas ça ne l'est pas, ça pourrait très bien être quand même à chasse fixe. Bon, et puis les polices physiques, alors là, évidemment, c'est très variable selon la plateforme, puisque c'est en fait le système d'exploitation qui va vous l'offrir, qui va vous offrir la collection qu'il considère comme raisonnable pour vous, ou utile, ou je ne sais pas quoi, surtout que c'est en général, vous pouvez installer vous-même vos propres polices. Donc je n'ai pas de nom à vous fournir ici, puisque ça dépend des plateformes. Mais le nombre évidemment de polices qui est fourni physiquement en général par les systèmes d'exploitation est grand, hein, ça peut être plusieurs centaines sans aucun problème. On verra dans certains exemples. Donc si vous voulez utiliser une police de caractère logique, eh bien vous avez les noms symboliques pour obtenir le nom de la police, vous utilisez le nom symbolique obtenu par l'une des constantes adéquates de la classe font. Hein. Font sérif, font sans sérif, font monospace, font dialogue et font dialogue input. Pour les autres polices, il faudra fournir leur nom véritablement. Vous avez sous forme de chaîne de caractères la plupart du temps. Alors les polices, vous pouvez en obtenir des variantes. Donc il faut se méfier parce que ça c'est des bizarreries des polices de caractère, mais c'est comme ça. Donc vous avez une police de caractère et vous allez en obtenir une variante. Donc la variante standard, c'est ce qu'on appelle la variante plain. Et puis vous avez la variante bold, italique, et vous pouvez combiner bold et italique, c'est-à-dire la variante grasse et la variante italique. Donc pour obtenir du gras italique. En général, les typographes n'aiment pas tellement mélanger l'italique et le gras. On considère qu'un seul effet sur une police, c'est bien suffisant. Hein, sinon, on tombe rapidement dans le mauvais goût. Mais alors, il faut faire attention, parce que ça, c'est la variante d'une police. C'est-à-dire, vous pouvez aussi avoir des polices grasses. Hein, c'est ce qui est indiqué derrière. C'est-à-dire que si je prends la police Helvetica, je peux prendre la variante grasse de la police Helvetica. Et ça n'est pas la même chose que prendre du Helvetica gras, qui est une autre police. Bien sûr, elle est de la famille des polices Helvetica, hein, mais le design peut être différent. Donc il faut faire attention à ça. Notamment dans les polices numériques, ça ne donne pas, souvent pas le même effet. Voilà. Pas besoin de dire des choses plus compliquées que ça.
Après, on rentrerait dans un cours de typographie, donc c'est pas la peine. Vous voyez, si je veux préciser un nom de police, eh bien voilà, un nom de police, Helvetica Bold est une police. Attention, j'insiste, ça n'est pas du Helvetica en variante Bold. D'accord. Je pourrais très bien imaginer du Helvetica Bold en Bold. Donc voilà, hein, c'est fabriquer une police, enfin obtenir une police, c'est pas très difficile. Hein, son nom. Bon, ici j'ai utilisé non pas le symbole prédéfini dans la classe font, mais c'est pareil. Hein, ça c'est la même chose que écrire font.sans sérif en majuscule. Le style, donc c'est la variante, et puis la taille. D'accord? Ça définit une police que vous allez pouvoir utiliser. Alors bien sûr, vous avez différentes méthodes vous permettant de récupérer quel est l'ensemble des polices disponibles sur ma machine, etc. Vous pouvez avoir évidemment la variante en fonction d'une locale, donc d'une langue. Bien sûr, toutes les polices ne sont pas capables de représenter tous les caractères. Donc si vous voulez obtenir uniquement les polices qui permettent de représenter le jeu de caractères pour le français, ben, vous avez une méthode qui vous permet de faire ça. Et la réponse est qu'on vous renvoie toutes les polices qui sont capables de représenter les caractères accentués du français. Sachant que ça pose problème. Il n'y a pas que les problèmes de caractères accentués. Certains caractères accentués ont été oubliés. Non, certains caractères ont été oubliés dans certaines variantes de la police. Vous avez le problème de l'euro. Donc vous avez deux variantes pour les codes latins. Et puis il y a un autre exemple célèbre, il doit y avoir, je ne sais jamais si c'est le si ça doit être le E dans la qui ne doit pas être présent dans ma variante latin. Donc si vous voulez modifier la police courante pour un affichage, évidemment, dont on espère un affichage de texte, ou quelque chose qui manipule du texte, comme tout à l'heure, l'extraction du contour d'une chaîne de caractères dans une certaine police, eh bien, notamment le graphics, la méthode setFont de graphics permet de modifier la police qui sera utilisée pour tout affichage futur de texte. Et donc il y a une méthode pour afficher du texte avec les graphics que je n'avais pas encore présenté, mais qui est simplement drawString. Voilà, c'est tout. Alors, c'est pas toujours facile d'afficher du texte. Notamment, votre problème c'est, ok, je souhaite afficher un texte, donc une chaîne de caractères, notamment, je sais pas, Jean-Baptiste, très bien, dans la police Helvetica Bold taille 100. Quelle est la largeur et la hauteur de ce texte? Ça, c'est un peu dur à faire. Donc, évidemment, n'espérez pas vous-même, bien que vous puissiez le faire, n'espérez pas faire les calculs vous-même, parce qu'évidemment, c'est extrêmement délicat. Je vous ai masqué un certain nombre d'informations typographiques. Là, j'ai j'ai donné un exemple extrait du tutoriel Java à propos de la représentation graphique des polices. Mais dans un cadre général, c'est même plus compliqué qu'en Java. Mais il ne suffit pas de connaître, vous pourriez vous dire de façon assez simple, il suffit de connaître la largeur des caractères. Non. Parce que ça ne suffit pas à calculer la largeur d'une chaîne de caractères. Parce que la largeur d'un caractère, c'est la largeur préférée d'un caractère. Mais bien sûr, de temps en temps, on sert les caractères différemment. Alors, il y a les exemples classiques des ligatures. C'est quoi une ligature? Alors, il y en a plein d'exemples classiques, mais quand vous voulez écrire F et I, il y a une règle typographique qui vous dit que la représentation visuelle de ça ne devrait pas être comme ça. En général, on va mettre le I sous le F, sous la barre du F. Donc c'est mal barré. Hein. Donc voilà. Tous ces problèmes-là sont réglés en fait autrement. Bien sûr, vous pouvez obtenir individuellement les caractéristiques de chaque caractère, mais ça ne vous permet pas facilement de calculer. En tout cas, ça vous permet de le faire, mais pas facilement. Bon, puis il y a tous les problèmes de où est la ligne de base de la chaîne de caractères. Bien sûr, il y a des caractères qui ont des pattes, donc qui descendent, etc.
Bon, en fait, il y a des fonctions qui vous font ça très bien, hein. Donc la plupart du temps, ça suffit d'avoir ça. Si vous voulez obtenir la métrique d'une police, eh bien, il y a des fonctions pour faire ça. Donc des métriques, soit la métrique des polices, soit la métrique d'une chaîne de caractères dans une police donnée. Alors, j'ai dû faire un exemple ici. Là, je vois qu'il y a un petit exemple font-exemple.java. Et ben regardons font-exemple.java. Je ne sais pas ce qu'elle fait. Qu'est-ce que ça fait? Voilà, à mon avis, ça affiche une chaîne de caractères. On doit pouvoir sélectionner une police. Je le sens bien comme ça. Font-exemple. Donc ça doit illustrer quelques-unes des fonctions précédentes. Probablement obtenir la liste des polices de caractères disponibles. Donc j'ai dû fabriquer, je sais pas quoi, un menu avec toutes les polices on peut choisir. Ça va afficher le texte dans la police indiquée. Je sens que ça va faire quelque chose comme ça. Donc ça affiche un texte dans une police, je ne sais pas laquelle par défaut, mais peu importe, hein. Donc là, j'ai dû afficher un texte qui contient toutes les lettres de l'alphabet. Et puis, il y a un menu police dans lequel on va pouvoir sélectionner les polices. Alors, je les ai rangées pour des raisons évidentes par lettre, première lettre du nom de la police, parce que le nombre de polices peut être grand. Hein, si je prends simplement les polices dont le nom commence par A, il y en a un certain nombre sur ma machine. Et encore, j'en ai pas installé beaucoup. Je sais pas, je prends Apple Braille, voilà. Ça, c'est la police Apple Braille. Donc vous voyez que mon problème, c'est qu'il faut bien que je demande à redessiner le composant qui contient le texte. Et donc il faut bien à un moment connaître la taille du texte. Donc on verra comment j'ai fait ça. Je ne sais pas si j'ai utilisé un mécanisme automatique ou si je l'ai fait à la main. Ça, c'est une police à empattement. Vous ne voyez pas forcément, mais elle a une patte, celle-là. Palatino, elle en a une aussi. Voilà. Je vous laisse expérimenter ça. Hein. On ne va pas passer en revue toutes les polices. Après, il y en a des plus exotiques. Hein. Alors, par exemple, qu'est-ce qu'on a comme exotique? Les dingbats. Non, celle-là, ça va. Je ne sais pas où est-ce qu'elle est. Non, la Zapfino, ça, c'est une écriture. Hein, vous voyez le problème pour ce type de police, bon, c'est pas. Vous voyez la largeur, par exemple, pour le caractère G, c'est déjà très bizarre. Quoi. Comment est-ce qu'il va falloir calculer ça? Ça va être subtil. Hein. Bon, je sais pas, il y a des polices plus ou moins bizarres, mais non, celle-là, je crois pas. Ouais. Bon, ok, peu importe. Vous jouerez avec, si le cœur vous en dit. Alors, en attendant, je suis sur l'idée max, donc là j'ai fait une bêtise. Donc regardons comment est-ce que j'ai obtenu ça. Donc la première chose peut-être qui peut être intéressante à regarder, c'est comment est-ce que j'ai obtenu un menu avec toutes les polices. Donc j'ai fabriqué 27 menus, puisqu'il m'a fallu toutes les lettres de l'alphabet, plus autres là, pour les polices qui avaient un nom qui ne commençait pas par une lettre de l'alphabet. J'en avais qu'une sur ma machine, mais il peut y en avoir d'autres. Donc j'ai fabriqué 27 menus, et puis j'ai rempli ces menus avec quoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Ben, j'ai obtenu le font. Alors laissez-moi voir. Oui, ben, j'ai pris le font listener. Donc le font listener, qu'est-ce qu'il prend en paramètre? La frame. Et elle, c'est quoi? Je sais pas pourquoi il prend ça. Ah ben, c'est peut-être une classe à moi. Qu'est-ce que c'est le font listener? Ouais, ben, c'est une classe à moi. Donc c'est une classe à moi qui fait quoi? Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Ah non, c'est rien ça, ok. Les font listener. Ah oui, non, mais ça c'est rien. C'est. Ok, pardon.
Je suis en train de déplier, donc il faut que je comprenne. Alors j'ai simplement, ce qui est important, c'est ça. J'ai récupéré l'ensemble de tous les noms de police qui étaient disponibles sur la machine via cet appel barbare, environnement graphique, get local graphic environment qui est la factory permettant d'obtenir un environnement graphique. Et puis je récupère tous les noms de police disponibles. Okay, et ce que j'ai fabriqué ici, c'est évidemment, j'ai parcouru l'ensemble des polices de ce tableau, et puis je les ai rangés. Donc j'ai fabriqué un menu item associé, et puis j'ai rangé ce menu item dans le menu qui allait bien en fonction du nom de la première lettre du nom de la police. D'accord? Donc ça c'est très bien, je me suis débrouillé avec ça. Et simplement ce que j'ai rajouté, bien sûr, c'est ça que j'avais oublié, c'est que pour chacun de ces menus items, bah, qu'est-ce que j'ai? J'ai évidemment une action. C'est-à-dire ce que je veux, c'est que quand je sélectionne une police dans le menu, ça change la police courante pour représenter le texte. Hein, l'effet que vous avez vu, dès que je change une police, paf, le texte il change et il prend une nouvelle largeur, une nouvelle hauteur en fonction de la police qui est utilisée. Et puis évidemment, les glyphes sont représentés à l'écran. Donc ça, c'est le font listener en fait qui permet de faire ça. Donc mon font listener, c'est simplement un objet qui représente une action qui va être effectuée sur un affichage. Et vous voyez que simplement ce que je fais, c'est que je modifie la police courante du label. Donc là, je ne me suis pas fatigué à écrire moi-même un truc avec des font metrics, mais si ça vous amuse, faites-le. J'ai simplifié l'exemple. Donc simplement, à chaque fois que je sélectionne un menu item, donc rappelez-vous, les menus items sont comme des boutons, donc ce qu'ils déclenchent, ce sont des actions. Donc un menu item, si je veux qu'il réagisse, enfin qu'il fournisse un calcul dynamique, eh bien, il doit être associé à un action listener. Ce action listener, il doit implémenter une méthode action perform. Et qu'est-ce que fait cette méthode action perform? Bien sûr, elle va modifier simplement la police de caractère du label qui affiche le texte. Et puis j'ai toujours mis la variante plain et la police taille 24. Mais j'aurais pu jouer aussi avec les autres paramètres. C'est à vous de jouer si ça vous amuse. Et puis, bien sûr, j'ai demandé à ce qu'on retaille systématiquement, qu'on recalcule la taille des différents composants graphiques présents dans l'application grâce à PAC. Donc, je n'ai pas utilisé les font metrics pour le faire moi-même. J'ai utilisé le label qui sait faire les choses correctement, et puis PAC qui fait ça correctement. D'accord? Ça suffit bien. Rien de très mystérieux. Est-ce que vous avez utilisé PAC, que vous n'avez pas eu besoin de le laisser? Ouais. Surtout, j'ai utilisé en fait ce qui me... Alors, pour la taille, j'ai pas besoin de m'en préoccuper parce que ça, tout va être caché dans le label. Dès que vous modifiez la fonte d'un label, après, quand vous avez besoin de le redessiner, quand le système aura besoin de le redessiner, il n'y a aucun souci, lui, il saura répondre. Il va faire le calcul avec la fonte métrique, c'est tout ça, il n'y a aucun souci. Par contre, si je veux que le dessin se refasse et qu'on retaille effectivement les composants, alors c'est PAC qui le fait. D'accord? PAC, il va interroger le label. Donc PAC, il est fait sur le frame. PAC ne se fait que sur des objets de type frame. Que fait PAC sur frame? Il décompose tout ce qu'il y a à l'intérieur de la frame. Donc il y a un panneau, dans ce panneau il y a un label, donc il interroge tous les objets comme ça pour savoir quelle est votre taille. Quand on arrive sur le label, il sait quelle est la police qu'il utilise, quel est le texte qu'il est en train d'afficher, enfin qu'on souhaite afficher. Il va faire tous les calculs avec les font metrics pour déterminer quelle est la taille qui est nécessaire pour lui. Il va renvoyer ça, on calcule la taille du panneau en conséquence, etc. D'accord? Mais cette mécanique, bien sûr, quelque part, à un moment, on va faire appel aux métriques. Forcément. Essayez de le faire vous-même à la main, vous allez voir, c'est un exercice pas inintéressant, mais le problème c'est que ça prend beaucoup de temps pour arriver à l'effet voulu. Alors, les métriques. Alors, il y a d'autres choses qu'on peut vouloir dessiner, pour lesquelles il y a quelques petites subtilités quand même. Pas oui et non.
Il n'y a pas forcément besoin d'aller très très loin dans la connaissance des images pour pouvoir manipuler des images en Java. Mais bon, il y a certainement des manipulations que vous souhaitez faire qui nécessitent un peu de techniques de programmation avancées ou de connaissances un peu plus avancées que ce que je vais vous présenter ici. Le problème des images, c'est toujours la même chose. C'est que les images que vous manipulez, la plupart du temps, c'est parce que ce sont des images qui viennent d'une source extérieure. Vous voulez lire un fichier image et puis le représenter à l'écran. Et évidemment, des formats d'images, il y en a plein, divers et variés, et qui sont plus ou moins compliqués. Et il est hors de question, évidemment, de réimplémenter soi-même quelque chose qui décode une image JPEG. C'est un vrai défi. Il y a des formats d'images qui sont simples, mais alors, si vous prenez un format comme JPEG, c'est tout de suite très compliqué. Il y a des, c'est un format avec perte éventuellement, donc voilà, ça fait appel, disons, à des techniques mathématiques un peu avancées. Le calcul n'est pas trivial. Pire, c'est fabriquer une image JPEG. Donc lire, c'est déjà compliqué, mais alors la fabriquer elle-même, c'est encore plus compliqué. Donc évidemment, on n'a pas envie de se trimballer ces problèmes. On veut pouvoir lire des fichiers divers et variés, puis les représenter à l'écran. Donc à l'intérieur de Java, la plupart du temps, vous n'avez pas à vous préoccuper de quelle est la source, comment c'est obtenu, comment c'est manipulé. Vous voulez une espèce de concept d'image, il y a une classe faite pour faire ça qui date des premières versions de Java, bien entendu, et qui est la classe image de AWT. Alors cette classe image, si vous regardez, c'est une classe abstraite, donc vous ne pouvez jamais les instancier directement, bien sûr. Mais la plupart du temps, la classe que vous utilisez, ce n'est pas directement image, c'est les buffered image. Donc elles ont un intérêt, celle-ci, on verra peut-être plus tard. Et une fois que vous avez une image, en fait, quelconque, si vous voulez l'afficher à l'écran, vous avez une méthode drawImage qui permet de le faire. Donc vous fournissez en paramètres l'image. Et puis, il y a divers types de paramètres qu'on peut passer, mais évidemment, c'est tout ce qui contrôle la projection de cette image dans l'espace d'affichage. Donc la première chose, enfin la chose la plus élémentaire qu'on puisse faire, c'est simplement de demander à ce que faire correspondre... Je vais peut-être refaire encore un autre dessin. Vous avez l'espace graphique dans lequel vous souhaitez dessiner. Vous avez quelque part cette image hypothétique qui est une image qui n'a pas de représentation à l'écran. Vous avez votre image là. Et vous souhaitez afficher cette image dans cet espace-là. La question c'est où est-ce que vous voulez l'afficher. Donc en général, le minimum de paramètres à fournir, c'est la projection, décrire quel est quel est l'endroit où vous allez projeter simplement l'image source dans l'espace d'affichage. Et donc il suffit en gros de spécifier le coin en haut à gauche qui va vous fournir la projection. Mais en fait, on peut contrôler bien d'autres choses. C'est-à-dire que vous pouvez aussi décider de fournir une taille à cette image. Et donc, il va y avoir un algorithme qui va permettre de retailler l'image et qu'on peut aussi contrôler. Il y a différents types d'algorithmes qu'on peut employer pour retailler les images. Ceux qui font de l'infographie interrogeront Vincent sur cette question. Mais donc, on peut aussi fournir une largeur et une hauteur dans laquelle on va projeter l'image source. Et donc, va être appliqué l'algorithme adéquat, soit pour diminuer l'image, soit pour augmenter l'image, sachant que ça, c'est pas trivial. Comment est-ce qu'on fait pour agrandir une image? Je vois à peu près ce qu'il faut faire, mais ça donne tout de suite un effet désagréable si je veux doubler les largeurs hauteur d'une image. Je me dis, je vais doubler les lignes et les colonnes. Ouais, sauf que évidemment, ça fait des gros pixels à l'écran tout de suite. Donc, il faut des algorithmes de lissage pour faire ça. Et puis quand vous réduisez une image, c'est encore pire. Si je réduis une image, ça veut dire qu'il faut que j'oublie des données. Visuellement, ça c'est un truc qui ne marche pas bien. Si vous enlevez une ligne sur deux d'une image, tout de suite vous dégradez très très violemment la représentation. Donc voilà, vous pouvez contrôler ces choses-là. Je vous laisse regarder plus finement comment est-ce qu'on contrôle ces choses-là.
Alors l'autre point qui est important à noter, c'est que il y a aussi de l'asynchronisme qui est caché derrière les images. Alors d'abord, il y a peut-être l'écriture et la lecture et l'écriture synchrone des images qui sont intéressantes, donc ça c'est la première chose. Eh bien, vous avez un package qui est dédié à ça, là, le package JavaX ImageIO, avec une classe ImageIO qui vous permet de lire ou écrire facilement des images. Alors, comme vous le voyez, les paramètres ne sont pas non plus très mystérieux. Hein. Si je veux lire, je donne un objet file ou alors carrément une URL, donc ça peut me permettre d'aller lire une image qui est sur Internet sans aucun problème. Et puis, si je veux écrire une image, donc écrire une image dans un fichier, eh bien, il faut que je fournisse une image, donc une rendered image. Bon, il n'y a pas de souci à obtenir une rendered image. C'est encore une sous-classe d'image, mais elle est, la plupart du temps, les images que vous manipulez le sont. Évidemment, le fichier dans lequel vous voulez écrire. Et puis ici, F, c'est le format dans lequel vous voulez écrire votre image. Et donc, les formats supportés par Java, de base, sont au moins, ça vous est garanti dans toutes les plateformes, JPEG, PNG, GIF, BMP et WBMP. On n'utilise jamais BMP et WBMP, c'est des vieux formats Windows-esque, Windowsien, Windows je sais pas quoi. Bon, peut-être encore éventuellement de temps en temps BMP, mais c'est assez rare. JPEG, PNG et GIF. Alors, on va regarder comment ça fonctionne, ImageIO exemple. Ça, c'est un exemple de fonctionnement synchrone. Donc ça, c'est facile avec le synchrone. Vous lisez ce que vous obtenez, c'est une image que vous pouvez exploiter tout de suite. Évidemment, hein, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le synchrone, il a un effet désagréable. Alors, pas tout le temps, mais parfois. Pourquoi est-ce qu'il a un effet désagréable? Si vous lisez un fichier qui est au format, je ne sais pas, un format compressé, JPEG, PNG ou GIF, plus ou moins compressé, la décompression, ça prend un temps non négligeable. Déjà, lire un fichier, c'est non négligeable. Si vous lisez un fichier image qui fait plusieurs mégaoctets, hein, ce qui arrive assez fréquemment maintenant, si vous avez des photos issues d'appareils photo à 10 mégapixels, tout de suite, c'est gros, hein, une image, même compressée. Donc, il faut évidemment manipuler le fichier. Ça, c'est déjà une opération qui n'est pas anodine. Et puis, il faut aussi éventuellement appliquer un algorithme de décompression. Alors là, donc, ça, c'est encore plus long que manipuler un gros fichier. Donc, évidemment, ça peut avoir des effets désagréables. Parce que si votre affichage il prend trop de temps, l'utilisateur, ça ne lui plaît pas du tout, puisque vous bloquez pendant un certain temps l'application. Donc, elle ne réagit pas, vous ne pouvez pas descendre le menu, tout simplement parce qu'il est en train de décoder une image. Donc, c'est agréable, synchrone, mais ça a ses inconvénients. Alors regardons déjà comment fonctionne le mode synchrone. ImageIO exemple, donc très bien. Pas trop ce qu'il fait. Ah oui, ça c'est raté, parce qu'évidemment il va me chercher une image sur Internet. Comme j'ai pas activé Internet, c'est mal barré. Alors, on va essayer. Apparemment, il a accroché, donc ça c'est bon. J'ai lu une image que j'ai été chercher sur Internet. Ça s'est passé assez vite, donc j'ai pas trop vu l'effet. Pourtant, j'ai... bon, peu importe. Hein. Donc là, il n'y a rien de bien mystérieux. Je crois que j'ai pas mis autre chose qu'une cette lecture. Simplement, elle s'est passée un peu trop vite, à mon goût. Dommage. Mais enfin, pas aussi vite. Hein. Il y a quand même un délai entre le moment où je lance l'application et le moment où tout ça s'affiche. Hein. Donc là, je sais pas, c'est de l'ordre de la seconde, quelque chose comme ça. Peut-être un petit peu plus. Bon. D'accord? Donc évidemment, si je charge de cette manière-là plusieurs images, là, je vais voir l'effet immédiatement. Alors, regardons comment est-ce que j'ai manipulé ça. Il n'y a rien de bien mystérieux, c'est vraiment un exemple trivial.
Quand on est en mode synchro, c'est toujours facile. Rien de particulier. Mon panneau, le panneau que j'utilise, c'est une classe que j'ai définie moi-même. Donc j'ai surchargé, j'ai redéfini, j'ai sous-classé la classe JPanel. Et puis mon panel, c'est simplement quelque chose qui fait quoi? Vous voyez, j'ai surchargé sa méthode paintComponent, qui fait quoi? Qui fait simplement le drawImage. Et mon image, c'est quelque chose que j'ai été lire sur Internet. Et donc j'ai été lire l'image qui est, je sais pas, chez moi, j'ai planqué cette image à un moment pour faire ce test. Et puis j'ai simplement chargé cette image avec le ImageIO, la méthode read de cette classe-là, et qui prend en paramètre une URL ici. D'accord? Et puis simplement ce que j'ai fait, bien sûr, c'est que j'ai pris la précaution de définir une taille pour le panneau. Et la taille du panneau, j'ai demandé une taille qui est égale à la taille de l'image. Bien sûr, je n'ai pas été servi de ça, vous en êtes aperçu, puisque mon image est plus grosse que mon écran ne peut le supporter. Et il se trouve que mon système ne me permet pas, en tout cas quand je le demande, de cette manière-là, d'obtenir des fenêtres plus grandes que l'écran. Au moment où je l'ai créé. Hein. Après, c'est possible si je les retaille, mais par défaut, il a fait ça. Et c'est synchrone, c'est-à-dire que je n'ai aucun problème, sous réserve, bien sûr, que j'ai été capable de lire l'image. Donc là, je suppose que j'ai toujours les bonnes conditions. Hein. L'image est directement exploitable. Donc je peux aller retirer des informations de cette image, quelle est sa taille, sa largeur, je pourrais même aller regarder un pixel dedans et déterminer quelle est sa couleur immédiatement. Ça c'est synchrone, ça fait la lecture, donc ça déclenche tout le protocole qui va bien HTTP pour aller lire l'image, récupérer les données, les décompresser, et puis obtenir l'objet image. Donc là c'est fini, j'ai un objet image qui est complet, qui contient toutes les données que je veux, et à partir de ce moment-là, bien sûr, ça prend un certain temps, mais à partir de ce moment-là, je peux exploiter l'image directement. Donc on verra que on peut utiliser un mode asynchrone. Alors juste peut-être pour vous montrer qu'on peut retailler les images, je ne sais pas si je fais... alors il faudrait peut-être que je consulte la doc, mais si je dis que la taille du machin c'est 2/2, alors après, je vais regarder la documentation Java et on va regarder on va vérifier qu'on peut retailler les images. Donc je vais, vous voyez cette image qui était grande, je vais l'afficher en une version plus petite. Donc je vais prendre un drawImage de Java. Ça c'est, voilà, je suis dans l'API. Donc le drawImage de Java. Drawimage de Java. Cette fonction doit suffire. Ouais, ça doit suffire. Je vais prendre celle-ci. Donc c'est la fonction. Je ne sais pas si vous la voyez bien, hein, si vous êtes au fond. Donc c'est de celle-ci dont je suis en train de parler. Voyons voir. Hein, c'est la fonction drawImage qui me prend une image, donc celle-ci par exemple, et puis qui me permet de la projeter en XY dans mon espace de dessin, dans une certaine largeur, WH, et puis il y a un quatrième paramètre, mais on verra plus tard ce que c'est que ce quatrième paramètre. Je vais le mettre à nul, ça marche très bien. Donc je vais modifier ça, simplement ce que je veux, donc c'est simplement, il faut que je précise la hauteur et la largeur, donc je vais récupérer ce machin là. Voilà. Alors oui, non, pardon, il fallait que je mette en 0,0. Voilà. Donc je dessine mon image. Le coin en haut à gauche de l'image, je vais le caler dans le coin en haut à gauche de l'espace. Je vais utiliser toute la largeur de l'espace, sachant que mon espace, j'ai dit que c'était la moitié de l'image, la taille de l'image. Et puis la hauteur, comme j'ai décidé que la hauteur de l'image, enfin oui,
que la hauteur pardon, du composant c'était la moitié de la hauteur de l'image, bah, je vais la dessiner de cette manière-là. Donc si je fais ça, je devrais avoir un affichage de mon image 2 fois plus petit à 1. Alors là, non, c'est une autre raison. Qu'est-ce que j'ai comme problème? J'ai dû faire une bêtise. Je sais pas pourquoi il me fait ça. J'ai un problème d'affichage. Donc il a fait les bons calculs, simplement j'ai un petit problème d'affichage. Quel est le souci? Qu'est-ce que j'ai utilisé pour... faudrait que je regarde pourquoi est-ce que ça fonctionne pas, mais je devrais pas avoir de problème. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Je sais que je suis déjà tombé sur le problème, mais je me souviens plus quel est le truc. Bon. Mais en plus là, ça correspond même pas à la bonne taille. Ça sent le bug quand même, mais je me souviens plus si c'est vraiment un bug. Je crois que c'est un bug de la version de Java que j'ai sur ma machine. Mais je me souviens plus. Parce que là, je vois pas dans le code ce qui manque. Donc, bon. J'ai expérimenté ça il y a longtemps. Je ne me souviens plus. Il y a longtemps, non, il y a quelques semaines. Et j'ai vu réapparaître le bug. Enfin, j'ai vu apparaître ce bug-là qui n'existait pas avant. Et enfin, je crois que c'est un bug. Voilà. Là, je vois pas quel est le souci. Qu'est-ce qui manque? Bon, c'est pas très grave. Mais normalement, ça devrait marcher sur... si vous expérimentez ça, je pense que vous n'aurez aucun problème. Sauf si vous faites ça sur un Mac avec Java 7. Je crois que c'est ça le truc. Non, mais ça n'a aucune importance en fait. Là, justement, je pensais que c'était ça, mais tout d'un coup, ça me rappelle que, en fait, c'est un bug. Je crois que je l'avais identifié, mais j'en ai pas gardé la trace. Bon, j'ai mis un bout de temps avant de. Je me souviens maintenant simplement que j'ai passé un bout de temps à résoudre le truc et je crois que c'est un bug. Alors, en tout cas. Je fais une lecture synchrone. Bon, modulo ce problème dû à ma machine. Il n'y a pas de difficulté à utiliser une image. Je la dessine un peu comme je veux. Il n'y a pas de vraie difficulté. Bien sûr, c'est pareil. Hein, là, je n'ai pas fait d'opérations compliquées, mais je peux très bien aussi faire des opérations de mélange avec une image qui était déjà présente. Hein. Là, je fais simplement qu'afficher une image... telle qu'elle à l'écran, mais je pourrais très bien la mélanger avec une image déjà présente. Toujours pareil avec des histoires de alpha et les fonctions dont j'ai déjà parlé précédemment. Donc, puisqu'on a des versions asynchrones puisqu'on a des versions synchrones de lecture, et que j'ai insisté sur le fait qu'il y avait une version synchrone de la lecture ou écriture synchrone, bah c'est bien parce qu'en fait, il y a aussi une version asynchrone des manipulations d'images. Alors, à quoi ça correspond? Bah, c'est justement le problème, c'est que la version synchrone, elle est synchrone. Donc, si la lecture de l'image prend plusieurs secondes, bah, vous avez vu là que mon application, elle met, je sais pas, 1,5 seconde à se lancer, mais je n'ai chargé qu'une image. Si j'en avais une collection de 30 à charger, bah, ça ferait 30 ou 45 secondes pour lancer l'application. Ça c'est déraisonnable. Alors, ok, éventuellement, au moment où je lance l'application, des fois, lancer une application, c'est long, il y a plein de trucs à paramétrer, mais vous savez bien que ce genre de choses est tout de suite désagréable. Mais ce serait encore pire si, durant le fonctionnement, je faisais des lectures ou des écritures synchrones. Si, durant le fonctionnement, je suis en train de changer des images et qu'à chaque fois que je charge une image, ça bloque l'application durant 1 ou 2 secondes, ça, c'est extrêmement pénalisant. D'accord? L'utilisateur, il n'aime pas ça.
Et il ne sait pas ce qui se passe, et donc il en déduit de mauvaises choses, et la plupart du temps que votre application est mal conçue. Donc on souhaite s'affranchir de cette question-là. Donc la seule façon de faire, c'est en fait de faire des opérations asynchrones. Vous demandez à charger une image, et ça va se faire en tâche de fond. Alors bien sûr, si vous chargez une image en tâche de fond, ça veut dire que vous ne pouvez pas exploiter tout de suite les données de l'image. Vous demandez à ce qu'une tâche de fond se déclenche et charge l'image, et bien sûr, il faut attendre un certain temps, c'est-à-dire le moment où vous allez pouvoir effectivement utiliser cette image pour de vrai, c'est dans le futur. Donc il faudra bien être prévenu du fait que, tiens, l'image est chargée ou elle ne l'est pas. D'accord ? Donc c'est... on va voir comment ça fonctionne, et j'ai notamment ici un exemple de chargement asynchrone d'image, et puis on va voir comment est-ce que j'ai fait ça. Alors, image async loading exemple, là je pense qu'on devrait voir. Alors, hop. Image async loading exemple. Ok. Hop. Je sais pas trop ce qu'il fait. Pourquoi est-ce que c'est long? C'est justement peut-être long parce que il charge plein de trucs. Comment le savoir? Est-ce qu'il charge? Non. Alors attendez, il faudrait que je regarde ce que fait le code. On va regarder exactement, mais... Oui, ça c'est l'exemple, oui. C'est que si j'utilise le mode asynchrone, évidemment, j'ai pas le résultat attendu. Donc on verra comment obtenir le résultat attendu ensuite. Donc je vais simplement regarder ce que ça fait. Oui, ça c'est un exemple très élémentaire. Je vais y arriver. Oui, j'ai fait le même code. Donc ça c'est le danger, c'est que si vous regardez un peu trop rapidement la documentation, vous tombez sur ce problème-là. Donc si vous cherchez dans la documentation ou sur le web, vous dites je veux charger une image dans Java, soit vous tombez sur quelqu'un qui vous explique comment on fait en mode synchrone, soit vous tombez sur quelqu'un qui vous explique comment on fait en mode asynchrone, vous lisez ça rapidement, vous vous préoccupez pas du fait que c'est synchrone ou asynchrone, et vous dites, je vais utiliser la méthode toolkit, elle me paraît pas mal celle-là. Alors la méthode toolkit, vous voyez qu'elle marche, elle est très similaire à l'autre. J'ai une URL, au lieu d'aller chercher image.io là, et read, je vais faire toolkit, get default toolkit, get image URL. Bon, ok, on se dit c'est presque une question de syntaxe. Et puis j'ai fait la même chose, donc je récupère une image, je regarde sa taille, sa largeur, sa hauteur, donc je décide que mon panneau, il sera de la taille indiquée, et puis le paint fonctionne, etc. Sauf que vous avez vu l'effet, bien sûr j'ai été surpris moi-même, parce que j'avais oublié ce que je faisais dans cet exemple, mais c'est que quand je le lance, j'ai pas du tout l'effet attendu. L'effet attendu, je l'ai déjà, mon application elle a marché, elle s'est lancée tout de suite, mais vous voyez j'ai une application ici qui est réduite à une fenêtre de taille 0. Alors elle n'est pas tout à fait de taille 0 parce qu'il faut quand même afficher au moins les 3 boutons rouge et jaune et vert de Mac, mais j'ai pas les bonnes tailles. Visiblement ça veut dire que mon panneau n'a pas la bonne taille. Et il n'a pas la bonne taille pour quelle raison? C'est justement, si j'ai lu un petit peu vite la documentation, j'ai oublié que l'opération getImage, elle m'a bien renvoyé une image. Mais cette image ici n'est pas encore complète. Elle m'a renvoyé quelque chose qui me permettra de manipuler mon image, mais j'ai une image qui est en cours de chargement. C'est tout ce que j'ai à ma disposition. Et donc moi, naïvement, je pensais simplement getImage va renvoyer une image. Donc bien sûr, je peux tester, image, il n'est pas nul, j'ai bien une vraie image, il n'y a aucun souci. Il ne me renvoie pas d'erreur. Simplement, dans cette image, les informations qui sont disponibles ne sont pas encore, justement, qui pourraient être disponibles, ne le sont pas toutes encore, parce que l'algorithme de décompression, chargement, machin, il n'a pas encore terminé son travail.
Mais je vais essayer d'utiliser quand même cette image comme je pense devoir le faire. Mais quand j'interroge à ce moment-là quelle est la largeur et la hauteur de cette image, eh bien malheureusement, puisque les données n'ont même pas probablement encore été chargées depuis Internet, il me renvoie des valeurs stupides, 0 et 0. Et donc la taille que j'ai pour mon image, c'est 0 et 0. Donc la seule chose qu'il faut noter, c'est que, évidemment, il faut se rappeler que quand vous utilisez le getImage de Toolkit, c'est une opération asynchrone. D'accord? Alors bien sûr, hein, ça fonctionne bien, c'est-à-dire j'ai bien mon chargement d'image. La preuve, c'est que quand j'ai retaillé ma fenêtre après, elle est, au bout d'un certain temps, hein, elle était bien là, cette image. Et donc quand j'ai retaillé ma fenêtre, je la vois vraiment apparaître. Donc ça, il n'y a pas de souci. Ça charge bien l'image, mais j'ai une opération asynchrone de chargement. Alors comment est-ce qu'on fait? Puisque c'est bien cette histoire de chargement asynchrone, mais j'aimerais bien savoir quand est-ce que mes images sont finalement chargées. Donc je peux très bien imaginer au début de mon programme, je vais faire un chargement asynchrone de plein d'images, puis à un moment où j'ai besoin de les afficher, je considère que c'est important à ce moment-là de le faire. Hein, si je suis en train de lancer un diaporama, il faut que les images soient chargées, sinon c'est hors de question de lancer le diaporama avec des images blanches. Donc, il y a bien un moment, enfin il y a des moments où j'ai besoin de me synchroniser avec cette opération de chargement, de terminaison du chargement, ou d'avoir des données. Alors il y a deux choses qu'on peut faire. La première chose, c'est celle qu'on a vue apparaître en fait à la marge tout à l'heure quand j'ai expérimenté DrawImage, c'est que vous voyez que toutes les opérations DrawImage ont un paramètre supplémentaire là, alors que j'utilisais comme nul dans tous mes appels. Pour tenter de corriger le bug que j'avais observé tout à l'heure, j'ai mis this, mais ça ne change rien en fait, donc c'est ça qui me fait penser que en fait c'était un bug. Il y a un paramètre qui est ImageObserver, d'accord? Dans toutes les fonctions. DrawImage. Ça a à voir avec le chargement asynchrone, justement. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, il y a deux façons de gérer l'asynchronisme, ou disons de se synchroniser avec des chargements asynchrones d'images, et plus généralement, ça peut être plus général que les simples images, mais ça peut être pareil pour la vidéo par exemple. Pour les images, vous avez effectivement cette image observer qui justement va être un objet qui va lui recevoir des informations depuis l'algorithme de chargement. Donc vous demandez le chargement d'une image par getImage, ça déclenche un thread qui va faire la lecture, la décompression, et au fur et à mesure où cette lecture et cette décompression va se produire, ce thread va être capable de prévenir l'application pour vous dire tiens, maintenant je connais la largeur ou la hauteur. Tiens, je connais, je sais quelle est la valeur de tel pixel, je sais telle autre chose. Il va vous donner des informations sur cette opération de chargement de l'image. Donc c'est ça que fait un image observer, on va voir. Et ça, évidemment, ça vous permet d'obtenir un suivi extrêmement fin des opérations de chargement. En gros, ça vous permet de suivre l'ensemble, enfin de savoir quand est-ce que les métadonnées de votre image sont disponibles, largeur, hauteur, essentiellement. Et puis, de vous donner des informations en vous disant, tiens, telle ligne a été chargée, telle autre ligne a été chargée, telle autre ligne a été chargée. Donc, ligne par ligne, de savoir si les données ont été chargées, oui ou non. Donc ça, c'est un contrôle assez fin. La plupart du temps, vous avez besoin simplement d'un contrôle plus grossier, où vous voulez savoir, tiens, est-ce que vous avez déclenché le chargement asynchrone de 50 images, vous voulez savoir, est-ce que les 50 ont terminé de se charger, oui ou non. Point. Donc quelque chose de vraiment très grossier. Donc ça, c'est le Media Tracker. Donc on va regarder le Media Tracker, c'est le premier exemple que j'ai donné. Image Loading exemple, donc on va le prendre. Regardons comment est-ce qu'il fonctionne. C'est quoi? C'est Image Loading exemple, c'est ça? Je crois. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Moi, j'ai dû fabriquer un exemple idiot. J'ai tenté d'obtenir... Alors, je ne sais pas combien il y en a. Faut se méfier en fait, hein, ces images, c'est pas une seule image qui a été recopiée plein de fois.
Mais j'ai tenté de charger plusieurs centaines de fichiers, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 2, 4, enfin bref, en gros 400 fichiers, j'imagine, quelque chose comme ça. Bon, ils contiennent tous la même image, mais ce n'est pas un fichier qui contient une image que j'ai dupliqué 400 fois. Hein. J'ai simulé le chargement de 400 images. Et donc, je l'ai fait de façon asynchrone. Donc, j'ai demandé à ce que ces 400 images se chargent de façon asynchrone. Et puis, je me suis synchronisé sur leur fin pour permettre d'obtenir le dessin. Donc, vous voyez que ce qui est apparu en bas, hein, c'est que... donc, regardez quand je le lance. Dès que je lance, il y a l'opération de chargement qui se fait. L'écran, ça se passe assez vite parce que nos machines vont vite, les réseaux vont vite. Donc, mais mine de rien, il y a quand même déjà quelque chose qui s'est produit. Donc, j'ai lancé l'application, il a déclenché le chargement de ces 400 fichiers ou je ne sais pas combien. Vous avez vu que l'écran, enfin le panel s'est affiché lui en blanc. Et puis qu'une fois qu'on a détecté le chargement de toutes les images, alors on peut considérer qu'on va les afficher toutes ensemble. D'accord? Bon, là, le réseau fonctionne vite. Je pense que si vous essayez ça depuis chez vous, il y aura déjà un délai plus grand. Donc, le chargement des 400 images devrait prendre du temps. Donc, regardons comment c'est fait. Vous allez voir que j'ai utilisé simplement un Media Tracker. Image Loading Exemple. Je pense que c'est celui-là. Alors, regardons. Donc, l'interface, il n'y a rien de bien particulier. Ça, c'est bon. Ah si, l'autre opération qu'on n'a peut-être pas vue, j'avais oublié ça, c'est que quand je lance, en fait, avant que les images soient chargées... Ah, pourquoi on l'a pas vu? Ouais, ça se passe trop vite. La dernière fois que j'ai fait ce test, je vais dans un... Je sais pas pourquoi je le vois pas. Ça va trop vite. Hein. Bon, c'est pas grave. Mais normalement, il y a un message qui est affiché à la place de chaque image. Ouais, alors j'aurais dû vider le buffer, c'est peut-être ça. Bon, tant pis. Regardons. Comment est-ce que j'ai fait ça? À monter des expériences, hein, c'est toujours un peu délicat. Ça dépend des contextes de l'expérience. Donc là, je ne suis pas dans le bon contexte pour vraiment voir les choses. Mais... donc j'ai chargé n fois m images. Je les ai toutes chargées en mode asynchrone. Alors simplement n et m, je ne sais plus combien c'est. On va regarder. 20 fois 20, voilà, ça tombe bien. Ok, donc là je charge bien 400 images en mode asynchrone. Et puis simplement, vous voyez que ce chargement, eh bien, je vais le contrôler à travers un tracker. Donc je me suis fabriqué un Media Tracker. Pour chacune des images qui m'intéressent de tracer, je les ajoute à l'intérieur de ce tracker. Donc au fur et à mesure où je déclenche un getImage, je récupère une instance de cette image, mais ces images ne sont pas encore chargées. Elles sont en cours de chargement. Ces images en cours de chargement, je les range dans mon tracker. Donc pour chacune d'entre elles, je lui associe aussi une identité, mais ça ne m'intéresse pas vraiment ici. D'accord? Et puis, j'ai créé de façon annexe, une fois que j'ai fait tout ça, donc j'ai déclenché le chargement de ces 400 images, eh bien, je me crée un thread qui, lui, va justement attendre que les 400 images soient chargées. Donc, comment est-ce qu'il le fait? C'est très simple. Hein. Il prend le tracker, et puis il a utilisé la méthode qui fait wait for all, et dont on devine bien ce qu'elle fait. Elle attend que les 400 images soient chargées. Et chargé, ça veut dire intégralement décodé, toutes les données sont disponibles pour ces images. Et une fois que... donc ça, attention, cette opération wait for all est synchrone. Hein? Donc quand mon thread a terminé d'attendre ces 400 images, qu'est-ce qu'il fait ensuite? Eh bien, il force le dessin de... du panel, hein, en faisant le repaint. Et puis le paint component, lui, qu'est-ce que j'ai fait dans le paint component? Ah oui, c'est trop tard en fait. Mais... okay. J'aurais dû le voir à la première exécution, mais j'ai pas fait gaffe. Qu'est-ce qu'il fait le paint component? Eh bien, il utilise aussi le tracker. Donc quand, en fait, si jamais je... donc évidemment, mon paint component, l'idée de base, c'est quoi? Je vais essayer d'afficher mes 400 images. D'accord, j'ai mon tableau des 400 images.
Et puis je vais essayer de les afficher chacune sur un petit bout de l'écran. D'accord? Donc ça, c'est mon draw image. Ok? Chaque image fait individuellement 68 par 35. Donc je les affiche à l'écran. Seulement, évidemment, au moment où je fais le Paint Component, rien ne me dit que les images sont chargées. Le chargement est asynchrone. Donc ce que je fais, j'ai simplement ajouté un code, alors qu'on ne voit pas ici, parce que je vais vous dire ensuite pourquoi, mais en fait, je vérifie dans mon tracker si par hasard l'image que je cherche à afficher, elle est chargée ou pas. Check ID, ça me dit si elle est chargée ou pas. Hein, le Media Tracker, il vous permet de dire est-ce que toutes sont chargées, mais aussi individuellement, vous pouvez dire tiens, est-ce que par hasard l'image numéro 24, elle est chargée. Donc si c'est oui, bah, je l'affiche. Si c'est non, en fait, je vais afficher un petit message à la place. Alors on ne le voit pas apparaître dans l'expérience ici, puisque malheureusement, bien sûr, Java il fait des tas de choses malines et il utilise des caches, donc là c'est déjà trop tard. Les images sont déjà disponibles. Mais normalement, si vous faites ça depuis chez vous, il y a de grandes chances qu'au moins la première fois où vous le lancez, entre le moment où est affiché ici loading et le moment où est affiché loaded pour dire que les images sont effectivement chargées, toutes sont chargées, bah à la place de chaque image, vous avez le petit message on load ou je sais pas quoi. Hein, ce qui est fréquent sur les applications, quand une image est en train d'être chargée, vous avez un petit message pour dire en cours de téléchargement ou je sais pas quoi. Donc là c'est pareil. Sauf que je le vois plus parce qu'il y a un cache. Donc maintenant c'est trop tard. Mais j'ai dû le voir au premier lancement, mais sans m'en rendre compte. C'est allé trop vite. D'accord? Donc ça, c'est le contrôle grossier. Hein, c'est le contrôle. Je range l'ensemble des choses, enfin disons, je déclenche des chargements asynchrones. Et puis, j'enregistre ça dans une espèce d'objet qui va me permettre de faire le traçage lui-même de ces chargements. Et puis, je peux savoir si une image a été chargée ou l'ensemble des images a été chargé. Je ne peux pas faire plus fin avec un Media Tracker. Pas grand-chose de plus fin. D'accord? Pour obtenir quelque chose de plus fin, eh bien, j'ai Image Observer, et là, qui va me permettre vraiment de savoir où en est l'algorithme, pour une image donnée, où en est l'algorithme de chargement. Donc regardons ce que ça fait, Image A5 Observer exemple. Javac TF8. Image A5 Observer exemple. Donc là on l'a vu en fait. Alors le problème c'est que il y a aussi le cache qui traîne. Ouais, vous voyez un petit peu. Ça, évidemment, ça se passe vite, mais regardez bien ce qui se passe dans le panel au moment où je charge l'image. Je vois le taux de chargement s'afficher. Hein, il y a un petit compteur avec le pourcentage de l'affichage, enfin pardon, du décodage courant. Donc ça, je ne peux pas le faire avec un Media Tracker. Parce que ça, c'est le contrôle du chargement d'une image. C'est l'image qui va être affichée à la fin, je vois l'état de son chargement. Donc comment est-ce que j'ai obtenu ça? Image A5 Observer. Donc jusque-là, il n'y a rien de très mystérieux. Eh bien, ça va se faire ici. Cette fois, j'ai utilisé dans le draw image, j'ai utilisé un paramètre pour l'image observer. D'accord? Alors dans tous les exemples que vous trouvez sur Internet, la plupart du temps c'est l'objet lui-même. Et il n'a rien de particulier l'objet lui-même, donc faites confiance à Internet pour le coup. Mais moi j'ai fait quelque chose de plus, c'est que évidemment j'ai surchargé une méthode spéciale, parce que si je regarde ce que c'est qu'Image Observer, Image Observer c'est un objet qui doit... Image Observer, pardon, c'est une interface à laquelle vous devez répondre.
Et l'interface vous oblige à implémenter une méthode qui s'appelle ImageUpdate. Donc on voit bien à peu près ce que ça signifie. Et qui reçoit un certain nombre de paramètres. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous faites un chargement asynchrone d'image, jusque-là, rien de bien mystérieux. Le chargement asynchrone se produit. Il y a un chargement des données, il y a un décodage des données, et au fur et à mesure du temps, des données, de plus en plus de données deviennent disponibles. Hein, je vous l'ai dit. La largeur, la hauteur, souvent c'est les premières données qui tombent. Et puis après, vous avez l'ensemble des pixels, et en général, les formats de représentation des images, c'est ligne par ligne. Donc vous avez l'ensemble des lignes qui sont produites les unes derrière les autres. D'accord? Eh bien, à chaque fois que ces données sont disponibles, si jamais vous avez un observeur qui est associé à l'image, eh bien, on va appeler le ImageUpdate de cet observeur. Et le ImageUpdate, il va pouvoir tenter d'exploiter certaines des données. Alors, en fait, c'est l'ImageUpdate, moi, qui va faire la magie du truc. C'est que... alors, qu'est-ce que vous recevez comme données? Vous recevez des informations, donc évidemment vous savez quelle est l'image qui a été... Enfin, vous avez d'abord l'image pour laquelle des données sont nouvellement disponibles. Il peut y avoir un image observeur qui observe plusieurs images. Donc en paramètre vous recevez l'image source qui est en train d'être chargée et pour lesquelles des données viennent d'être produites. Info flag, on va vous dire quels sont les types de données qui sont disponibles. En gros, on vous dit... si c'est une erreur de chargement, etc. Et puis vous allez avoir à votre disposition des coordonnées et puis une largeur et une hauteur. D'accord? Alors, ce que j'utilise dans ImageUpdate, c'est justement quelque chose qui va me permettre de déterminer quel est le pourcentage de chargement. Mon image va se charger ligne par ligne. Il y a un moment où je vais connaître le nombre de lignes. Hein, donc quand je sais que je reçois la donnée correspondante à la hauteur, je la stocke. Ça, c'est une donnée qui va tomber très très vite. Ensuite, je vais recevoir quoi? Des données qui vont me dire, tiens, voilà la ligne numéro 0, la ligne numéro 1, la ligne numéro 2, la ligne numéro 3. Grâce à ces données-là, je vais calculer un pourcentage. Et donc mon pourcentage, c'est quelle est la ligne qui vient d'être reçue. Et puis, je fais un petit calcul, une petite règle de 3 pour calculer le pourcentage adéquat. D'accord? Et quand j'ai calculé ce pourcentage-là, eh bien simplement je demande un dessin, je demande à redessiner le composant. Et le composant, qu'est-ce qu'il cherche à faire? Eh bien simplement, en gros, il va, si jamais je suis en cours de chargement, de toute façon ça ne produira rien. Donc si jamais je suis en cours de chargement, ce qui va se produire, c'est que je vais afficher la chaîne de caractères avec le pourcentage. Et puis si de toute façon je suis chargé, il n'y a aucun souci. Puisque l'image est terminée, elle sera affichée. Et donc je n'afficherai pas la chaîne de caractères. D'accord ? Qu'est-ce qui me reste comme exemple? J'en ai encore d'autres. Ouais, il y a encore des choses à raconter. Mais comme l'heure tourne, je vais peut-être m'arrêter à celle-ci. Celle-ci, c'est quoi? Eh bien, on peut, quand on utilise les graphics 2D, en fait, faire des choses assez intéressantes. Notamment, on va pouvoir opérer des opérations des transformations sur l'affichage, notamment des images. Donc là, ce que j'utilise, c'est une méthode des graphics 2D, donc qui me permet effectivement d'afficher une image. Donc c'est bien un draw image avec une image, à une certaine position, très bien. Mais cet affichage va être opéré via un filtre. Et vous voyez que ce filtre, il porte un nom barbare, mais simplement c'est une opération que je vais vouloir réaliser sur les buffered images. Donc qu'est-ce que j'ai fait ici? Comme c'est suggéré, j'imagine que l'exemple que j'ai donné, c'est quelque chose qui va extraire de l'image des informations qui vous intéressent. Donc par exemple, vous voulez détecter le bord d'une image, enfin bon, le bord des formes qui sont présentes dans une image, faire du détourage automatique, ça marche plus ou moins. On va regarder ce que ça donne, c'est image hop exemple. Je
pas trop, je dis ça, mais j'ai peut-être opéré autre chose. Hein. Je ne me souviens plus. Qu'est-ce que ça fait? Je sais pas. Ouais, donc c'est toujours la même image, mais simplement j'ai appliqué un algorithme qui me permet de détourer. Donc c'est simplement une petite matrice hein, qui fait de détection de bord, c'est pas très compliqué. Ça doit être une matrice 3-3 qui est appliquée à chaque pixel et qui permet en gros de savoir s'il y a un seuil. Hein. Donc ce qui permet de détecter un bord dans une image, c'est savoir si vous avez un saut important entre les pixels voisins et le pixel courant. Donc si vous passez du noir au blanc, on va dire en gros, hein, pour faire court, bah, vous dites que c'est un bord, c'est une frontière de bord en tout cas. Et puis si vous passez d'un gris à un gris très voisin, bah non, c'est que c'est lisse, c'est qu'il n'y a pas une forme ici, c'est que vous êtes au milieu de quelque chose. Donc là j'ai appliqué cette matrice de transformation, tout bêtement. Bah, en gros, hein, ce qu'il a fallu faire, c'est simplement déclarer cette matrice de transformation. Donc, le draw image c'est toujours le même, simplement j'ai rajouté cette opération hop, et puis j'ai rajouté quoi comme opération, rien de bien mystérieux, c'est une matrice de transformation. La matrice de transformation, bah, c'est celle-ci, c'est une matrice, donc vous prenez la valeur d'un pixel, c'est celui du centre, multiplié par 8, et puis vous prenez la valeur des pixels voisins, en haut à gauche, au nord, sud-est, ouest, etc. Vous multipliez avec moins 1, vous faites une somme de tout ça, et ça vous donne une nouvelle valeur. Et plus cette valeur est grande, plus vous avez évidemment une différence entre le pixel et ses voisins. Imaginez que vous preniez tous des pixels de même valeur, hein, qu'il y ait valeur partout, ailleurs, partout ici, il y a toujours la même valeur sur un pixel donné. Le pixel, il vaut 1, et autour, il n'y a que des 1, parce que vous allez avoir ces 8 fois 1, plus moins 8 fois 1, donc la distance, c'est 0. Ça veut dire que la distance, en gros, hein, entre le pixel et puis ses voisins, c'est 0. Donc, vous n'êtes pas sur un bord. Par contre, si vous prenez un truc qui vaut 1, et puis autour, vous n'avez que des 0, bah, vous allez obtenir une valeur de 8. Donc, vous voyez tout de suite que ça détecte le bord. Bon, il y a plusieurs types de matrices, hein, elles ont tous leurs avantages et leurs inconvénients. Mais simplement, c'est ça, hein, j'ai fabriqué cette opération grâce à cette matrice, peu importe les détails, mais c'est pas très important. C'est juste qu'on peut opérer, en plus, lors de l'affichage, non seulement des mélanges entre pixels, mais en plus, opérer des filtres sur les images que vous allez afficher. D'accord ? L'heure a tourné, on s'arrête là pour aujourd'hui.